ça va. Alors, vous m'avez posé une question sur le fameux Dahir berbère. Et dans 2 jours, c'est le dimanche, exactement, c'est-à-dire le 16 de ce mois, ce sera le 80e anniversaire du tristement célèbre Dahir berbère, le fameux Dahir berbère. C'est comme ça qu'on nous a appris à l'école, à l'université, dans les livres, dans les médias, que son nom est le Dahir berbère. Alors, ce Dahir constitue un événement décisif dans l'histoire d'Imaziren. Imaziren était toujours objet d'invasion, de guerre avec les peuples étrangers, les Romains, les Phéniciens, etc. Durant 3000 ans, il y avait toujours ceux qui veulent envahir la terre de l'Afrique du Nord, de Temasin. Mais tout cela ne pouvait n'a fait de mal aux Imaziren, même pas 1/100000e du mal qu'a fait le Dahir berbère. Parce que c'est à partir du Dahir berbère qu'Outmazirt est devenu un péché originel, au sens chrétien, bien sûr. Le péché originel que les Imaziren doivent expier en embrassant l'arabité, en renonçant bien sûr à leur identité amazigh. Voilà en général. Quant à l'évolution historique de ce fameux Dahir, c'est la France, bien sûr, qui a promulgué ce Dahir, comme elle a fait avec des centaines de Dahir. Parce que la convention du protectorat engage la France à entreprendre des réformes politiques, économiques, administratives et surtout judiciaires. Et le Dahir berbère fait partie de cette réforme judiciaire. Alors, il y avait les tribunaux modernes, où on applique les lois modernes, la procédure moderne, la procédure civile de la France, la procédure pénale de la France, etc. Il y avait les tribunaux caïdo, où le juge le caïd, et les tribunaux religieux, et puis la France a organisé les tribunaux coutumiers. C'est le contenu de ce Dahir du 16 mai 1930 qu'on nomme le Dahir berbère. Alors, l'élite, c'est-à-dire bourgeoise et surtout facile, a saisi cette occasion pour dire que ce Dahir berbère, c'est pour ça qu'il a qualifié de berbère, son objectif, c'est semer la zizanie, la division entre les Marocains, sur le plan ethnique et racial, en séparant les Arabes des Berbères, des Imazirs. Deuxièmement, à combattre la langue arabe et apprendre aux Imazirs uniquement le français et le berbère pour qu'il n'y ait aucun lien avec la langue arabe et avec les Arabes. Pourquoi? Pour les éloigner de l'islam. Parce que ce qui mène à l'islam, c'est la langue arabe, bien sûr. Quand on n'apprend pas la langue arabe, on reste, on ne comprend pas les préceptes de l'islam, on ne comprend pas le Coran, etc. Le but final, c'est de préparer les Imaziren pour les christianiser. Pour les christianiser, en faire des alliés de la France. Voilà en général ce que l'on appelle le Dahir berbère. Voilà son contenu. C'est comme ça qu'on l'apprend aux écoles. Et chaque année, il y a
il y a des questions qui se posent aux examens des élèves dans différents niveaux scolaires sur ce fameux Daher Berber. Donc, ils doivent répondre, voilà, il est venu pour diviser les Marocains, pour combattre l'arabité et l'islam, pour christianiser l'islam. C'est pour ça que j'ai dit, il est devenu comme un péché originel. Maintenant, chaque fois qu'on parle de Mazirt, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le Daher Berber. C'est-à-dire la christianisation des Maziran, la lutte contre l'islam, et en vérité, chaque homme, non pas seulement un Amazir ou bien un arabe, chaque homme ne peut que commandire ce projet du colonialisme français. C'est contre les droits de l'homme. C'est pareil entre les hommes, c'est contre les droits de l'homme. C'est du racisme, c'est de l'anti-islamisme. C'est comme ça qu'on a... Voilà le Daher Berber. Mais, tous ceux qui parlent du Daher Berber, très peu l'ont lu. Alors que son texte ne contient que 8 articles plus un préambule. Ce que l'on sait du Daher, c'est ce qu'on raconte. Mais la vérité, elle est là. Il faut revenir au Daher. C'est ce que j'ai fait moi. Alors si on veut lire ce Daher, on découvre étonnamment qu'on est devant 2 Daher berbères et non pas un seul. Il y a celui promulgué par la France, et il y a un autre qui est, lui, national, promulgué, diffusé par l'élite nationale. Alors, premièrement, il y a la dénomination, l'appellation de ce fameux Daher berbère. Normalement, les lois, les décrets, les Daher sont connus soit par leur contenu, soit par leur date. On dit par exemple le Daher de 1913, ou bien on dit le Daher de la conservation foncière, soit le titre, soit la date de sa promulgation, soit son contenu, son objet. Moi, quand j'entends le Daher berbère, je crois que le sujet, le contenu de ce Daher, il parle des Berbères. Il parle de leur séparation des Arabes, de leur conversion au christianisme, du retour à l'anti-islamisme, en instituant des coutumes païennes. Voilà ce que disent les nationalistes. Alors, quand on lit ce Daher, ce fameux Daher, voilà, il est entre mes mains, le texte original en français, je cherche l'expression Daher berbère. Puisque ce Daher est un texte législatif, il a été promulgué dans le bulletin officiel, avec sa traduction en arabe, je cherche le Daher berbère, je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas, donc voilà un point d'interrogation. Voilà une falsification. Puisque ce Daher n'a jamais paru avec cette expression dans le bulletin officiel. Donc, l'expression Daher berbère est une invention mensongère. Il n'existe pas. Voilà le texte tel qu'il est dans les archives, etc. Alors, les nationalistes... voilà, je vous lis d'abord son titre complet. Daher du 16 mai 1930, entre parenthèses 17 Hijja 1348, réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutume berbères non pourvu de la mahkama pour l'application du char. Voilà son appellation complète. Son titre complet, il n'y a rien de Daher berbère ici. Alors les nationalistes répondent, les nationalistes ils disent non, nous l'appelons berbère parce que son objectif était la séparation entre les berbères et les arabes et la christianisation des Maziran. Donc, si c'était vrai que ce Daher voulait séparer les Arabes des Maziran, donc son objet
son contenu, ce ne sont pas seulement les Berbères, c'est aussi les Arabes. La séparation entre deux peuples. Donc, logiquement, il faut qu'on l'appelle Dahir berbéro-arabe, ou bien arabo-berbère, ou bien seulement arabe. Pourquoi on a choisi berbère? Puisque ce Dahir concerne les deux parties. Alors, pourquoi on a choisi une partie berbère? On a omis l'autre partie. Le choix du nom de Dahir, c'est pas une chose très insignifiante. C'est très important parce que le choix de cette expression signifie que le coupable est désigné et arrêté et jugé définitivement, sans appel. Quel est ce coupable? C'est le berbère. Donc voilà le premier mensonge. Petit à petit, on découvre donc le Dahir berbère n'a pas existé. N'a pas existé. Voilà, nous avons le Dahir devant nous, on ne trouve pas l'expression Dahir berbère. On lit le Dahir, on cherche où est la division, où est la séparation, où est le racisme. On ne le trouve nulle part. On lit les 8 articles, plus le préambule, on ne trouve rien de tout ceci. Ils disent que le Dahir voulait faire revenir Imaziren à leur coutume païenne, leur coutume anti-islamique. Très bien. Alors, ces coutumes-là étaient toujours là au Maroc, étaient toujours là la France. Ce n'est pas elle qui a apporté avec elle ces coutumes. Ces coutumes berbères étaient là. Et depuis 13 siècles, l'islam aussi était là. Et jamais un musulman n'a dit que les berbères ne sont pas musulmans ou bien sont moins musulmans que les autres musulmans arabes. Donc, c'est pourquoi maintenant on dit que ces coutumes sont contraires à l'islam. Et jamais. Ces coutumes n'étaient pas en contradiction avec l'islam dans leurs principes. Donc, c'est pas vrai de dire que la France voulait revenir, disait Imaziren, à la période anti-islamique. Ces coutumes étaient pratiquées durant toute la période islamique et jamais personne n'a remarqué que les Imaziren ne sont pas musulmans. Il y a l'article 6. L'article 6, voilà, je lis ce qu'il dit, l'article 6. Les juridictions françaises statuant en matière pénale, suivant les règles qui leur sont propres, sont compétentes pour la répression des crimes commis en pays berbère, quelle que soit la condition de l'auteur du crime. On comprend bien de cet article que ce ne sont pas les tribunaux coutumiers qui sont compétents en matière pénale pour juger les auteurs des infractions commises dans les pays berbères. Ce sont les tribunaux français. Alors, les nationalistes ont saisi l'occasion pour dire, voilà, la France a retiré Imaziren de l'autorité du sultan. Et le sultan étant Amir al-Mu'minin, donc les Imaziren ne sont plus des sujets de Sa Majesté, puisque pour la France, ils ne sont pas musulmans. Alors, il y a des contradictions dans ce qu'avancent les nationalistes. Premièrement, ils disent que grâce par ce Dahir, et surtout par cet article, Mohamed V, le sultan, n'a plus d'autorité sur une partie de ces sujets qui sont Imaziren. Ah, c'est très bien ça. Mais Mohamed V n'avait pas d'autorité, non plus, sur tout le Maroc, et sur les Arabes, et sur Imaziren. C'est la France qui gouverne le Maroc. C'est la France qui gouverne le Maroc.
puisque si Mohamed V avait le pouvoir politique sur tout le Maroc, alors c'est lui qui a signé ce Dahir. Donc, comme Mohamed V a signé le Dahir, ils ne reconnaissent pas son autorité. Ils disent c'est la France qui a promulgué le Dahir et c'est elle qui gouverne le Maroc. Mais quand la France a stipulé dans cet article 6 que ce sont les tribunaux français qui sont compétents dans les affaires pénales en région berbère, ils disent voilà, Mohamed V n'a pas d'autorité. On voit, ils utilisent un même fait pour l'utiliser de deux façons contradictoires et différentes. On voit ici l'hypocrisie des nationalistes. Mais quand on médite cet article, parce que le Dahir, voilà, il a institué des tribunaux coutumiers chez les tribus berbères, sauf cet article qui fait dérogation à ces tribus, à ces tribunaux coutumiers. Cet article 6, où ce ne sont pas Imazirènes qui jugent les criminels, les soi-disant des criminels, ce sont les tribunaux français. Pourquoi? Parce que cet article porte sur les crimes de sang. Et ces crimes de sang en 1930, qui les commettaient et quelles en étaient les victimes? Les crimes de sang ici signifient la résistance des Imazirènes contre les occupants français et ses collaborateurs. Alors par cet article, la France veut que les résistants ne doivent pas rester impunis quand ils tuent un Français ou un collaborateur en défendant leur terre. Vous voyez, ça fait partie de l'article de la guerre qu'a menée la France contre les Imazirènes. Parce qu'il y avait aussi une guerre juridique contre cet article 6. C'est pour ça qu'on comprend bien pourquoi cet article a été abrogé en 1934, qu'il n'a vécu que 3 ans et demi. Alors que l'ensemble du Dahir a continué à être pratiqué jusqu'à l'indépendance. Pourquoi la France a abrogé cet article? Parce qu'elle n'a plus besoin de cet article à partir de 1934, où toutes les tribus berbères ont été pacifiées, ont été soumises. Donc il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de résistants, et il n'y avait pas de résistants qui pourraient tuer un Français. On voit bien, donc, comme on dit en arabe, l'explication de cet article, l'explication de cet article, l'explication de son abrogation. Donc les allégations des nationalistes n'ont pas de fondement. Les nationalistes disent que le Dahir vise à séparer les Arabes d'Imazirène et à instaurer une société de racisme, de ségrégation raciale. Mais ce Dahir, comme j'ai dit, il a été pratiqué durant tout le territoire de 1930 jusqu'à 1956. Il n'y avait plus de racisme, il n'y avait plus de séparation, il n'y avait pas de guerre raciale entre les Arabes et les Berbères. Donc, oui, cette zizanie, cette division entre les Arabes et les Berbères. Et il n'y en avait pas parce que le Dahir, ce n'est pas son but. Et d'ailleurs, les articles parlent d'autre chose. Ils ont dit que le Dahir voulait remplacer la charia, la loi islamique, par la loi païenne, par les coutumes berbères. Mais écoutons bien le Dahir, ce qu'il dit. Dahir dit réglant le fonctionnement de la justice dans les tribus de coutumes berbères, non pourvu de la Mihkama. Donc la France n'a pas mis fin à l'application de la charia, de la loi islamique, en la remplaçant par la loi coutumière. Non.
elle stipule que ce dahir ne sera appliqué que dans les régions où il n'y a pas de mahkama. Il n'y a pas de loi, de tribunal qui rend les jugements suivant la loi islamique. Ça ne signifie pas, une fois encore, que les Berbères n'étaient pas musulmans. Non. La coutume berbère et la charia faisaient un seul corps, une seule loi. La charia a été intégrée à la loi coutumière. La loi coutumière a été intégrée à la charia. Voilà. Et d'ailleurs, c'est la coutume berbère qui était pratiquée dans les tribunaux présidés par les qaïds. Présidés par les qaïds arabistes, les qaïds sujets du sultan. Dans le pays Makhzen, c'est-à-dire le pays soumis au sultan, contrairement au pays de la Siba, pays qui était indépendant, les fédérations berbères, comme le Moyen Atlas et l'Anti-Atlas ont pratiqué le dahir berbère, la loi coutumière du dahir berbère. En plus, ce qui est très important, les allégations des nationalistes nous font croire que ce dahir, le critère de l'application de ce dahir est un critère racial ethnique. C'est-à-dire, l'application de la loi coutumière a pour condition que le sujet soit un berbère, ethniquement et racialement. C'est faux, c'est un mensonge. Puisque le dahir stipule que ces coutumes doivent être appliquées non pas selon un critère ethnique, mais selon un critère territorial sur toutes les populations dans un territoire donné, dans le Moyen Atlas. Et ces populations n'étaient pas seulement des Berbères. Il y avait des Arabes, il y avait des tribus arabes, il y avait même des Juifs. Parce que la coutume berbère, c'était la loi générale dans le Maroc, avant le protectorat. Donc, c'est un critère territorial et non pas ethnique. Même les Arabes qui s'y trouvent sont soumis à la coutume berbère. Donc, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout ce qu'avancent les nationalistes. Donc, on voit, quand on lit le dahir, on découvre, quand on le compare à ce que nous avons appris aux écoles, ce qui est encore dans les livres, dans les conférences, dans les partis arabistes, etc. Quand on le compare avec le texte du dahir, comme je l'avais dit, on découvre que nous sommes devant deux dahirs. Un dahir sultanien, signé par le sultan Mohammed V, un dahir légal, comme des centaines de dahirs qu'il a signé, et un autre dahir mensonger, créé de toutes pièces par les nationalistes anti-Amazigh et Amazigh. D'ailleurs, si on doit attaquer le dahir berbère, on doit attaquer le roi, le sultan Mohammed V, c'est lui qui l'a signé. Il a signé des centaines de dahirs, ils sont pratiqués jusqu'à maintenant. Le dahir de 1913, le dahir de la conservation foncière, de la procédure pénale, du code civil, tous ces dahirs, nous les pratiquons encore, ils sont signés par Mohammed V. Donc, ce qui s'applique à ce dahir s'applique aux autres. Et d'ailleurs, et cela, on ne le dit pas. On se tait parce que les nationalistes qui écrivent cette histoire du dahir berbère et du mouvement national et de tout, toujours les vainqueurs qui font l'histoire, qui écrivent l'histoire.
au temps de la promulgation de Soudahir, dès que Abdellatif Sobhi, qui était fonctionnaire au secrétariat général du gouvernement, dès qu'il a pris connaissance du Dahir, il est venu à ses amis FS, alors ils se sont rassemblés, ils ont dit la prière du Latif. Alors Mohamed V était au courant de cela. Il a trouvé que c'est une attaque dirigée contre sa personne parce que c'est lui qui a signé le Dahir. Alors il a envoyé un document aux imams des mosquées qu'ils ont lu. Qu'est-ce qu'il dit dans ce document? Il dit: n'écoutez pas ces petits jeunes qui ont un esprit borné et qui ne veulent que semer le désordre et la zizanie entre les Marocains. Sachez, mon peuple, que ce Dahir, moi je l'ai signé comme des autres, il n'apporte atteinte ni à l'islam ni à la langue arabe, il n'a rien à voir avec ceci. Lui fait partie de l'organisation, la nouvelle organisation judiciaire du Maroc. Alors les nationalistes ne parlent plus de ce document signé par Mohamed VI, signé par Mohamed V, qu'il a envoyé aux mosquées. Il a été lu par les imams pendant la prière. Alors Soudahir avec Soudahir berbère a été abrogé par le nouvel État de l'indépendance, où tous ces responsables étaient ces nationalistes qui ont inventé ce mensonge du Dahir berbère. Et l'État de l'indépendance a mis fin au Dahir en 1956. Mais en vérité, le commencement de l'application du Dahir berbère, c'était à partir de 1956. C'est-à-dire à partir de l'indépendance. Je m'explique. L'État de l'indépendance a mis fin au premier Dahir, celui de la France, signé par Mohamed V. Mais à partir de 1956, est entré en application le Dahir, le vrai Dahir berbère, celui inventé par les nationalistes. Son application, on la trouve jusqu'à aujourd'hui. C'est l'exclusion du Tamazight, c'est la diabolisation du Tamazight. Voilà le contenu de Dahir berbère. C'est la considération des Imaziren comme des collaborateurs avec la France, parce que la France les a utilisés pour émettre ce Dahir qui est contre la charia et contre l'islam et contre la langue sacrée arabe, etc. C'est comme ça que ce Dahir est devenu un mythe au sens strict. Parce que toutes les caractéristiques qui constituent un mythe, ils sont réunis. Premièrement, il faut savoir qu'un mythe n'est pas un pur mensonge. Un mythe part toujours de faits réels, de faits qui se sont passés. Et puis, on commence à construire à partir de mensonges, d'imagination, d'autres faits réels autour de ces faits réels. Et à force de raconter ce qu'on a ajouté, les mensonges qu'on a ajoutés aux faits réels, les gens finissent par oublier les faits réels et ne se souviennent que des mensonges. Voilà ce qui s'est passé avec le Dahir berbère. Il y avait un fait réel, c'est la promulgation d'un Dahir parmi des centaines de Dahir. C'est un fait réel. Mais
on lui a donné un caractère monstrueux, on en a fait un monstre qui menace l'islam, qui menace la cohésion de la société, qui menace la langue arabe, qui menace les droits de l'homme, etc. On en a fait un monstre, on a ajouté des mensonges, des latifs, etc. Alors, son vrai contenu réel a disparu et a laissé la place au mensonge. Voilà ce qui a fait le Dahir Berber. Voilà le premier élément du mythe. Deuxième élément dans un mythe, c'est qu'il ne suffit pas qu'il y ait des mensonges, de l'imagination et des faits réels. Il faut qu'il y ait un rapport avec ce qui est religieux, ce qui est sacré. On trouve dans les mythes, les anciens mythes, en Égypte, en Grèce, toujours il y a l'élément du sacré de religion. L'élément sacré ici dans le mythe du Dahir Berber, c'est que les nationalistes ont rassemblé les hommes, ont réuni les hommes dans les mosquées, ont lu la prière de Latif. C'est la première fois qu'ils reconnaissent que les Berbères sont leurs frères. C'est dans ce Latif. Alors, qu'est-ce que c'est que le Latif? Le Latif, c'est une prière collective un peu spéciale à laquelle recourent les gens dans des moments spécifiques, des moments exceptionnels à l'occasion de grandes calamités, de grands malheurs, comme des inondations, comme la disette prolongée pendant des années, etc. Ce qui montre que ce Dahir Berber, pour les nationalistes, est un grand malheur qui a frappé la société marocaine. Donc voilà le côté religieux. Il y a le latif, c'est-à-dire les croyants s'adressent à Dieu dans un moment de détresse et de faiblesse, devant un grand malheur, devant lequel ils sont impuissants, et dans un lieu sacré, ils sont dans les mosquées. Vous voyez le côté religieux, c'est pour ça que la lutte contre le Dahir Berber était comme une lutte contre l'impiété, contre les mécréants, et c'est comme ça que la mazérité est devenue dans les esprits, est associée à l'impiété, est associée au christianisme, est associée à l'anti-islamisme. Donc voilà, deuxième élément, c'est le côté religieux. Troisième élément, et c'est le plus important, c'est que le mythe a toujours une fonction fondatrice. Il doit fonder quelque chose. Un courant d'idées, une religion, un parti. Alors, on entend les gens parler des écrivains, les mythes fondateurs de Tel, d'Israël, d'une doctrine, etc. Sa fonction principale, c'était une fonction fondatrice. Qu'est-ce qu'il a fondé? Ce mythe était fondateur de quoi? De ce mouvement nationaliste, le Haraka al-Wataniya, ce qu'on appelle le Haraka al-Wataniya, le mouvement nationaliste, entre guillemets, parce qu'en vérité, ils sont antinationalistes. C'est celui qui combat son amazérité, c'est l'essence du patriotisme, c'est la mazérité. Pourquoi j'ai dit il a cette fonction fondatrice et qu'il a fondé le mouvement national? Revenons un peu en arrière. La colonisation française était instaurée en France de façon légale en signant le traité de protectorat en 1912. Alors, qui a combattu la France? Ce sont les Berbères. Il n'y avait pas. Dans l'histoire, personne ne parle du mouvement nationaliste en 1915, 1920, quand Abdelkrim combattait les Espagnols ici, ou bien quand Hamad Ziyani dans l'Atlas, en 1925, entre les Héris, Sagro, etc. Il n'y avait pas de mouvement nationaliste. Quand est-ce qu'on a
commencé à entendre ce vocable, le mouvement nationaliste, à partir de 1930, c'est-à-dire à partir du Dahir berbère. C'est lui qui a donné la légitimité à cette élite bourgeoise, la plupart facile, qui a applaudi l'entrée de la France au Maroc, qui a accueilli la France avec des tambours, avec des poèmes de bienvenue. Oui, on allait du poème où on fait des louanges à Lyautey. Ils ont lu le natif pour Lyautey quand il était malade, pour que Dieu le guérisse. Ils ont invité Lyautey à entrer à Moulay Idriss, alors que Moulay Idriss est interdit aux non-musulmans. Alors lui, par respect Moulay Idriss, il a mis un seul pied à l'intérieur de la porte, il a laissé l'autre pied en dehors. Vous voyez, ils étaient non seulement des collaborateurs, mais ils étaient plus que des collaborateurs avec la France. Ils ont bénéficié de la présence de la France. Jusqu'à 1930, ils ont appris le français, les langues, les mathématiques. Il y avait des ingénieurs, des journalistes. Alors qu'Imazighen était absorbé par le combat, par la guerre. Et c'est pour ça qu'à partir de l'indépendance, qui a remplacé les Français? Ah, bien sûr, ce sont eux, ces nationalistes. Ils avaient profité de la France. Quant à nous, nous étions des analphabètes. Par exemple, chez nous, le premier qui a eu son bac, c'est Dr Ousseddin. Il est encore vivant. Dr Ousseddin, en 1949, il a eu son bac. Alors qu'en 1949, il y avait des dizaines d'arabistes, c'est-à-dire de nationalistes, qui avaient leur doctorat, et non pas seulement le bac ou la licence. Donc, dès l'arrivée de la France, cette élite bourgeoise fit main avec la France, il a profité de la France, et son esprit nationaliste ne s'éveillait qu'à partir de Dahir berbère, parce que c'était une occasion propice pour qu'elle entre dans son histoire. D'ailleurs, à partir de 1940, qu'elle rédige un premier document qui s'appelle les revendications des nationalistes, adressées aux Français. Il ne demande pas que la France quitte le Maroc, non. Ça ne viendra qu'en 1944. Après, disons, en 1934, ils ont rédigé ce document et maintenant, ils ne le montrent pas. Mais il est dans les archives. Ici, Mohamed Shafiq a vu ce document. Ce qui nous intéresse dans ce document, c'est son préambule. Il s'adresse à la France. Ils disent, voilà le résumé. Vous êtes là depuis 1912. On ne vous a rien demandé. Pourquoi? Parce que nous savions que vous étiez occupés à combattre les barbares dans les montagnes. Voilà. À combattre les barbares. Et maintenant que vous avez éradiqué ces barbares, c'est-à-dire les berbères, alors nous voulons que vous nous construisiez des hôpitaux, des écoles, etc., etc. Vous voyez? Donc, à partir de ce Dahir berbère, cette élite commence à entrer dans l'histoire et à en faire sortir les ayants droit, les berbères qui ont combattu la France. C'est pour ça, maintenant, quand dans l'histoire, on étudie les mouvements de libération, les mouvements de combat contre la colonisation française au Maroc. On ne parle que du mouvement nationaliste. Alors ces gens, durant toute leur vie, ils faisaient le tarbouche, la djellaba blanche, les belras, ils n'ont jamais tenu un pistolet ou bien un fusil dans leurs mains. Ils n'ont jamais combattu. Donc. Ils entrent aux mosquées, ils ferment bien les fenêtres, ils récitent le natif. Voilà le combat. Ils sont des héros maintenant, on les considère comme des héros, et tous les immeubles officiels portent leur nom.
Non, non. Et d'ailleurs, peut-être vous êtes au courant, il y a 3 mois, une circulaire de l'éducation de Tiznit a demandé aux responsables qu'ils changent les noms des établissements scolaires par les noms de 6 nationalistes. Et cette circulaire cite une liste de 6 nationalistes. Ils n'ont rien fait. Vous voyez, ils ont trompé tout le monde. Ils ont trompé l'histoire, ils nous ont trompé. Ils n'ont rien fait, mais à la fin, ils ont tout. Et d'ailleurs, quand la France a quitté le Maroc, elle a construit un État arabe que la France leur a livré bien prêt. Bien prêt, bien chaud. C'est cet État arabe construit par la France pour cette élite qu'elle a préparée pour remplacer les Français. Et le malheur d'Imaziren, c'est que ce mouvement nationaliste qui se réclamait de l'arabisme et qui défendait l'arabité, d'ailleurs, le combat pour l'indépendance signifiait le combat pour récupérer la terre arabe du Maroc. C'est pour ça qu'à partir de l'indépendance, moi j'étais enfant, mais je me souviens bien qu'il y avait une chanson populaire, on l'appelait la chanson de l'indépendance, qu'on ne comprenait pas bien, mais on comprend ce qui est important, c'est que le Maroc est un pays berbère, est un pays arabe, pardon. Cette chanson disait Bad la Zamana, Baba Bad la Zaman, Ash il Maghribou, Hurrun le Bled l'Urban. Voilà. Le Maroc est libre pour les Arabes, et non pas pour louer ou bien pour les Africains, non. Voilà. Donc, et le projet, le Daïr Berber, a vu ses suites, bien sûr, pendant l'indépendance, c'est la politique d'arabisation. La politique d'arabisation, c'est-à-dire l'arabisation politique et raciale et identitaire. L'arabisation politique, c'est-à-dire le pouvoir politique est arabe. L'arabisation identitaire, c'est-à-dire que le Maroc est un pays arabe. L'arabisation raciale, c'est-à-dire que le peuple marocain est un peuple arabe. Pour les responsables de l'arabisation, ils la justifient par la défense de la langue arabe, ce qui est encore un gros mensonge, parce que l'arabisation, telle qu'elle est conçue et pratiquée au Maroc, n'a rien à voir avec la langue arabe. Si le but de l'arabisation était la langue arabe, on aurait pu rester à Mazir et apprendre la langue arabe. Comme maintenant, on apprend la langue française, on apprend la langue anglaise, etc. Comme beaucoup de peuples qui apprennent d'autres langues étrangères tout en restant, en gardant leur identité. C'est pour ça maintenant, on trouve tous les Marocains ils sont comme des Arabes, mais personne ne parle l'arabe, surtout la langue classique. Donc, maintenant, il est temps qu'on détruise ce mythe. Ce mythe, bien sûr, maintenant, on a décortiqué qu'il y a justement 1996, c'était une rencontre à Agadir où j'y ai participé. C'est la première fois que j'ai participé par une intervention intitulée Le Daïr Berber, mythe ou réalité. Et depuis, il y avait d'autres analyses, il y avait d'autres auteurs. Maintenant, on connaît dans le mouvement Amazir que le Daïr Berber n'a jamais existé. C'est un mensonge, c'est un mythe créé par le mouvement nationaliste. Mais officiellement, il existe encore dans les manuels scolaires, dans les discours des partis politiques qui continuent de célébrer chaque année l'anniversaire du Daïr Berber. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait le Daïr Berber
leurs fils continuent encore d'avoir les moyens de diffuser ce mensonge et de ce mythe. Ils ont l'école, ils ont les médias, ils ont les journaux. Nous, par exemple, moi maintenant j'explique au Daher Berber, c'est pas comme je n'ai pas de télévision comme les deux, les premières, etc. Mais quand on comprend bien ce Daher, on comprend bien que c'est un mythe, que c'est un mensonge, c'est déjà un pas vers la destruction de ce mythe. Mais le problème de ce mensonge, ce mythe, c'est qu'après l'indépendance, c'est ce mythe qui a gouverné le Maroc. Parce que l'élite qui était au pouvoir après l'indépendance, c'est cette élite qui a profité de la présence de la France et qui a remplacé la France après son départ, qui a continué de gouverner le Maroc, qui a continué à occuper les postes influents et importants. Donc, par quel esprit elle gouverne? Par l'esprit du mensonge, l'esprit du mythe, l'esprit de Daher Berber, parce que Daher Berber est devenu une culture politique qui continue encore jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, en plus, Tamazight toujours est dépréciée, on l'a considérée comme une collaboratrice du colonialisme. Toutes les notions sont inversées quand il s'agit de Tamazight. On taxe Tamazight de collaborateur seulement parce qu'il y avait le Daher Berber, mais les vrais collaborateurs sont ceux qui ont dédié des poèmes à l'IOT, qui n'ont jamais pris d'armes contre la France, alors qu'Tamazight, dont 600 000 ont été tués par la France en défendant leur terre, sont des collaborateurs. C'est pour ça que Tamazight est associé à ce mythe. En vérité, que fait le Maroc maintenant? Que fait le Maroc maintenant à propos du Sahara? Il défend le Daher Berber. Il veut offrir, donner aux Sahraouis l'autonomie. L'autonomie, c'est ce qu'a fait la France par le Daher Berber. Il a donné aux Tamazight l'autonomie judiciaire. Et l'autonomie judiciaire, c'est le sommet de la démocratie. Parce que maintenant, on sait qu'il y a des gouvernements locaux, qu'il y a des autonomies, mais la plupart de ces autonomies concernent le côté administratif et financier et fiscal. Seuls quelques États où on pratique l'autonomie judiciaire, comme dans quelques États en France, aux États-Unis, au Canada. Maintenant, le Maroc défend l'autonomie des Sahraouis, de la région du Sahara. C'est-à-dire, ils vont avoir leur autonomie judiciaire. C'est ce qu'a fait la France. Alors, le Daher Berber, haram, c'est illégal, mais quand il s'agit de notre région, le Sahara, c'est bien, on va y faire comme le Daher Berber. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour montrer que tout ce qu'a fait le mouvement nationaliste vis-à-vis de Daher Berber, c'était du mensonge. Bon, je ne sais pas si... Il y a beaucoup de notions, beaucoup d'idées associées au Daher Berber. Si vous voulez me rappeler en me posant des questions, parce que je n'ai pas préparé, je parle librement. Et surtout, moi, avec Seflah, je comprenais hier que vous allez me poser chaque fois des questions. Et je réponds à ces questions. Donc, si vous avez des questions pour me rappeler quelques idées que j'ai vues, parce que Daher Berber, on en a parlé il y a maintenant 15 ans, et j'ai beaucoup de notions, beaucoup d'idées sur Daher Berber. À vous donc. Non, c'est excellent ce que vous avez fait. On vous remercie. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on vous a laissé parler jusqu'au bout,
parce que il y a des points qui s'éclaircissent au fur et à mesure, et pour nous c'est très instructif ce genre de propos, hein. Mais bien sûr il y a des questions, il y a un certain nombre de questions. Personnellement j'ai 2 ou 3 questions. Je ne sais pas de l'autre côté de l'autre côté de la vitrine là, de la vitre, est-ce qu'il y a des questions de la vitrine, j'allais dire. Je commence. Allez. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser est la suivante. Le Dahir Berber est apparu en 1931. Le contexte historique de l'époque, il y avait ce qu'on appelle, il y avait la guerre du Rif, il faut le dire, hein. On ne peut pas ne pas parler en 1931 de ce qui s'est passé, de toute la résistance du Rif. Alors, il y a une question que personnellement, j'ignore un peu la situation. Est-ce que cette guerre du Rif, il y avait ce qu'on appelle des répercussions de l'autre côté, vers ce qu'on appelle l'autre pays berbère, à savoir l'Atlas et toutes les régions du sud du Maroc, hein. Et deuxièmement, l'État colonial à l'époque, la France, en promulguant effectivement ce Dahir, et à la lumière de ce que vous dites, on voit à travers cet article 6 qu'il voulait effectivement pacifier de manière juridique aussi cette résistance-là qu'ils ont matée militairement. Ils veulent aussi juridiquement la mater. Est-ce que donc lors de son apparition, ce Dahir Berber, il y a eu des pressions qui ont été exercées sur le royaume, sur ce qu'on appelle l'autorité centrale, si on peut appeler comme ça, pour qu'il y ait signature de ce Berber, parce que on a devant nous le truc, c'est signé par un autre personnage qui s'appelle le général, hein, Lucien, comment on l'appelle, par le résident général Lucien Saint. Oui. Hein, le commissaire résident général. Oui, oui. Donc, c'est signé ça. Quelle est la relation entre le sultan et ce résident général, etc. Il faut nous préciser un peu ça. Oui, oui. Voilà. Donc, ce qui concerne la guerre du Rif, la question que vous avez soulevée est très pertinente. On peut trouver des liens entre la guerre du Rif et ce qui s'est passé, l'attitude de la France dans le pays qu'elle colonisait, les autres parties du Maroc. Mais moi, je pense que la guerre du Rif a connu ses fins en 1925. Bien sûr, le Rif, c'était une question qui laissait la France sans sommeil, comme on dit ici. Et surtout, l'Espagne, après sa défaite au Nenouel, voulait renoncer au Rif. Et la France, les responsables de France se sont déplacés de Paris à Madrid et y ont passé une semaine tout entière pour convaincre les responsables espagnols de garder seulement la face, en leur promettant que c'est la France qui va tout faire, qui va financer la guerre. Parce que la France savait que si le Rif va réussir, ce serait la fin du colonialisme français dans tout le monde, et non pas seulement dans le Maroc. C'est pour ça que l'État qui a mis fin la résistance rifaine, ce n'est pas l'Espagne, c'est la France, avec 40 généraux, avec des milliers de soldats. Il y avait plus de soldats que la population locale. C'est la France, et bien sûr c'est la France qui a capturé Abdelkrim, c'est elle qui l'a emprisonné, ce n'est pas l'Espagne. Donc comme j'ai dit, on peut trouver des liens, mais ce qui s'est passé là-bas, peut-être avant 1925, la France avait
avait peur que les liens entre le Nord et les autres régions. Mais avec la fin de Abdelkrim en 1925, il n'y avait aucune menace pour la France, de ce côté-là. Revenons, je pense, deuxième question, de la signature du Dahir, n'est-ce pas? Bien, oui, oui. Alors, tous les Dahirs sont signés par le sultan à côté du résident général. C'est la convention du protectorat. C'est ça le protectorat. S'il n'y avait pas le résident général, donc il n'y avait pas de colonialisme. Vous voyez, c'est pas seulement le Dahir berbère, c'est une règle générale. Tous les Dahirs d'avant l'indépendance, d'avant 1955, sont signés par le résident général à côté du sultan. Que signifie ça? Signifie que la France n'est pas un pays colonisateur, c'est un pays protecteur. Et c'est ça le sens du protectorat. Elle est venue pour aider le sultan à réformer les institutions. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il croit faire. Donc, cette réforme avait besoin de textes législatifs. Ces textes sont signés par le résident général qui représente la France et par le roi en tant que représentant de l'État protégé. C'est très simple. Ce n'est pas parce que il y a la signature du résident général que ce Dahir, c'est un Dahir qui n'a rien à voir avec le roi. Quant aux contraintes sur le roi pour signer le Dahir, je ne pense pas qu'il y avait des contraintes. Et je ne pense pas que le roi savait même le sens de ce Dahir. Il avait 20 ans, bien sûr il est responsable, il avait 21 ans, il était intronisé roi, donc il est responsable. Mais en se fiant à la France, il avait toute la confiance dans la France, que tous les textes juridiques qu'aimait la France, le roi n'avait pas de réserve sur ces lois. Il y avait des lois bien sûr, des lois contre les Maziran. Il y avait des Dahirs qui ont extorqué 10 millions d'hectares de terres arabes, de bonnes terres aux Maziran, et qu'ils en sont dépouillés jusqu'à maintenant. On parle ici des terres récupérées, l'Aradil Mustaja récupérées, mais on ne les a pas restituées à leurs propriétaires Maziran. Alors le roi s'initie ces décrets, ces Dahirs. Et le mouvement nationaliste n'a pas dit que c'est mauvais ça. Mais contre Dahir berbère, voilà. Il y avait voilà. Donc une troisième question, je pense. Non, des questions de ce côté, vas-y. D'autres questions? Non? Non, mais parce que les personnes, je vous donne un peu l'atmosphère aussi sur le plateau ici. Les personnes qui vous ont écouté avec attention. Vous avez été tellement convaincants qu'ils n'ont pas de questions à poser. Donc, parce que tellement les choses étaient limpides. Si j'avais pensé que je ne vais pas. Non, j'ai dit, on s'était mis d'accord pour que je parle durant toute la séance. J'aurais préparé un plan. Non, il était très clair. Chronologique. Non. Parce que d'après mon entretien avec ces FJAH, vous allez me poser question-réponse, comme entretien. Mais c'est pas un problème. Non. On a parlé, on a dit beaucoup de choses. Il y a d'autres choses que je n'ai pas dites. Vous pouvez me... Non. Donc, en tous les cas, moi, ça nous a appris énormément de choses, parce qu'on a besoin de ces éclairages-là, parce que nous sommes aussi tous des berbères ici, même si on vient de pays différents, mais il y a une similitude sur ce qu'on appelle ce mythe du nationalisme qui a toujours joué en contrebande vis-à-vis de ce qu'on appelle des sentiments d'une opinion publique nord-africaine de manière générale. Je suppose qu'en vous écoutant, je pensais à nos nationalistes en Algérie aussi, et on faisait le parallèle, et c'était un parallèle tout à fait édifiant sur ce qu'on appelle cette contrebande-là
comment les choses se sont déroulées aussi en Algérie, les Bnigandor, ceux qui mettaient chez vous le belra, etc. Chez nous, c'est vrai que la berbe, un bon turban, là-bas c'est pas un turban, mais là-bas chez nous c'est un bon turban et un bon chapelet, mais à côté du général et sur sa jeep, l'autre il vient en tenue parachutiste, l'autre est en bon Gondora. Et ceux qui le combattaient n'étaient nullement en Gondora, c'était des gens tout à fait de Penaï, des montagnards, et les montagnards par définition sont des berbères, effectivement des Amazirs. Voilà, je crois que le parallèle était édifiant. Salim va vous poser une question. Oui, c'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Aziz. Je voulais parler tu as parlé de la similitude des cas entre le Maroc et l'Algérie. Bon, je voulais aussi parler du code de l'indigénat en Algérie qui est pratiquement qui ressemble beaucoup, au Dahir berbère, parce que quand il instaure le droit coutumier, à propos du droit, du point particulier du droit coutumier. La question que je voulais poser, c'était pas ça, c'est le Dahir berbère. Vous avez dit qu'il était combattu par les nationalistes, disant que ce Dahir berbère voulait partager le peuple marocain, et d'un côté, il était contre l'islam, qui est quelque chose une cause sacrée pour les Marocains. Je pense que pour tous les Marocains, et il était combattu aussi par les berbérophones aussi, qui ne voulaient pas se considérer, être considérés de cette façon. Là, par exemple, pour le mouvement Amazir actuel du Maroc, qu'est-ce qu'il en pense est-ce que ce Dahir est actuel, est-ce qu'il est important dans l'histoire du Maroc, qu'on puisse jusqu'à présent commémorer par exemple la date de sa promulgation par exemple? Est-ce qu'il est aussi important que ça? Et qu'est-ce que font par exemple le mouvement par exemple associatif amazirophone pour contrer ce genre d'idées par exemple? Voilà, pour l'histoire contemporaine du Maroc, ce Dahir est très important. Moi, j'ai découvert ce mythe du Dahir d'après les dossiers que publient chaque année les journaux des partis politiques en célébrant, en fêtant cet anniversaire, en invitant quelques-uns qui ont participé. Il y a quelqu'un de Slaoui, je ne me souviens pas de son nom, le Qadiri, il s'appelle le Qadiri, quelque chose, il est encore vivant, il a presque 100 ans, et ce qui est admirable de cet homme, c'est qu'il a reconnu dans une interview, moi je l'ai cité dans le livre de Mohamed Mounib, Dahir berbère, le plus grand mensonge du Maroc moderne, en arabe, moi qui ai écrit la préface à ce livre, alors j'ai cité ce qu'a dit Abdullah al-Qadiri. Abou Bakr al-Qadiri, là. Abou Bakr, voilà, merci. Abou Bakr al-Qadiri encore. Alors il a reconnu, il a dit, premièrement, on a dit, voilà, la France veut retirer Amaziran du pouvoir de l'autorité de Mohamed V, mais personne n'a été intéressé. Mohamed V qui gouverne Amaziran ou qui ne gouverne pas, les gens ne s'intéressent pas à ça. Mais on a pensé à mentir. On a dit non, il est venu, ils veulent christianiser Amaziran, les faire sortir d'islam. Il a dit alors, il y avait des manifestations grandioses. Vous voyez, lui, il l'a reconnu, il est écrit. Ce Dahir, bien sûr, j'ai dit, il est devenu une culture politique, c'est elle qui gouverne au Maroc, parce que ce mouvement nationaliste et ses descendants, les gens maintenant qui gouvernent, qui ont les Fessi, vous voyez, il y a toute une famille, toute une grande famille qui détient le Maroc, qui possède le Maroc, les Fessi, les Fessi, etc. Comme ça.
Ils n'ont rien d'autre. Sans Dahir Berber, ils n'ont rien donné au Maroc. C'est pour ça. Ils s'accrochent au Dahir Berber. Voilà, nous avons combattu le Dahir Berber, nous avons fait ça. Sans Dahir Berber, ils n'ont rien. C'est pour ça qu'ils s'accrochent au Dahir Berber. Ils s'accrochent à ce mensonge, parce qu'ils existent grâce à ce mensonge, grâce à ce mythe. Imaginez-vous qu'on va leur retirer ce mythe, il n'existait pas. Et bien sûr, comment ce mythe, qu'on sait maintenant c'est un mensonge, vit et existe? Parce qu'ils ont les médias, ils ont l'État, ils ont les moyens matériels, les moyens juridiques et les moyens idéologiques de l'État. Ils ont l'école. Maintenant, j'ai dit, nos élèves passent des examens et grâce au mouvement Amazir, grâce aux enseignants Amazir, ils ont compris que c'est un mensonge, qu'ils n'ont jamais existé, mais ils répondent le contraire. Ils répondent, oui, le mouvement nationaliste a combattu le Dahir Berber est venu pour combattre l'islam, etc. Vous voyez? C'est-à-dire, le mensonge continue, c'est un mensonge d'État. Il est devenu une logique d'État, une raison d'État. Cet État-là, parce que cet État est gouverné par ces nationalistes dont leur mouvement a pour origine ce mythe. J'ai dit, il était un mythe fondateur. Quant au mouvement Amazir, oui, il a pris conscience maintenant. Parce que avant les années 90, tout ce que fait le mouvement Amazir pour répondre aux allégations du mouvement nationaliste, c'est que ce ne sont pas les Amaziriens qui ont promulgué le Dahir Berber, ce sont les Français. C'est-à-dire, ils ne contestent pas le contenu mythique et mensonger du Dahir. Ils contestent l'auteur du Dahir, ce sont les Français et ne sont pas les Amaziriens. Mais quand on a décortiqué, quand on a analysé le Dahir, on a trouvé, non. Même les Français, ce ne sont pas eux l'auteur du Dahir Berber. Les Français sont l'auteur du Dahir du 16 mai, réglant le fonctionnement de la justice. Voilà son titre. Maintenant, ces idées sont bien connues au sein du mouvement Amazir. On les dit dans les conférences, dans les rencontres, dans les journaux. Mais j'ai dit, le mensonge est puissant parce que le mensonge a les moyens d'État. Voilà, mais le mensonge, comme on dit en arabe, c'est-à-dire, il ne vivra pas longtemps. Il viendra un jour. Et j'ai remarqué que ces toutes dernières années, on passe sous silence les anniversaires du Dahir Berber. Alors avant, il y a une quinzaine d'années, on ne voit que des programmes sur le Dahir Berber à la télévision. Quant aux journaux, elles consacrent des dossiers de 10, de 20 pages sur ce Dahir Berber. J'ai remarqué que maintenant, on ne passe au silence. Il n'y a que le journal du Premier ministre qui est un fessier qui est descendu du mouvement national. Il y a une petite allusion, un petit article, une petite colonne, c'est tout. Avant, j'ai dit des dossiers. Et moi, j'ai appris beaucoup sur ce mythe à partir de ces dossiers. Ah, voilà. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. Effectivement, c'est édifiant. S'il y a d'autres questions, sinon on va libérer notre invité d'honneur. On va parce que bon. Non, je suis libre. Non, libéré au sens. Vous étiez en interrogatoire, quoi. C'est-à-dire que vous avez tout avoué. Non, c'est technique. Je suis chez moi. Pas de problème. D'accord, ok. Non, تنمرت ستوس ذاك نقرنك en kabyle ou dans toutes les langues berbères, quoi. Si vous avez d'autres mots à dire, sinon on va donner rendez-vous, on va donner encore un autre rendez-vous à M. Mohamed Boudhan pour d'autres interventions, parce que je crois qu'on a notre référent, un de nos référents donc sur le plan de la culture amazigh donc au Maroc. Je pense qu'on vous tient, on vous lâchera plus. Hein? Donc je vous remercie. Merci beaucoup Galère pour nous avoir invités à parler, à débattre sur Dahir Berber.
Je vous remercie pour votre tolérance vis-à-vis de mon français parce que je n'ai pas l'habitude de... Non, c'est un français dénué de tout contenu colonialiste ou anticolonialiste. Je le lis quotidiennement, oui. Je l'écris de temps à autre, mais les occasions ne se présentent pas pour le pratiquer oralement. Oui. Non, c'est vrai. Non, parce que parler en français, au fait... Donc, parce que... Je souhaiterais que ce genre de programme... on l'écoute davantage sur votre antenne. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres problématiques concernant Tamazight. Bien sûr, on aura. La langue, il y a l'enseignement, il y a les médias. Voilà, c'est des questions d'actualité, oui, qui ont bien sûr... Voilà, merci. Allez, d'autres débats et d'autres thématiques. Restez sur Radio Galère.